Bonjour, ici David Monniot, directeur de recherche au CNRS et du laboratoire Verimag. Et j'aimerais vous parler d'algorithmes. Alors, on parle beaucoup d'algorithmes de nos jours, souvent des termes assez inquiétants, et je voudrais expliquer ce qu'on entend classiquement par algorithme et pourquoi en fait une partie des problèmes que l'on soulève actuellement au sujet des algorithmes, entre guillemets, relève à mon avis de choses qui sont une classe assez particulière d'algorithmes et sur laquelle il faudrait expliquer la différence avec ce qu'on fait d'habitude. Et je vais en venir au fait que je vois cette évolution comme une volonté d'éliminer complètement les questions politiques de certains sujets. Quand je dis politique, ça se fait au sens très large. Je vais venir à tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Un algorithme, si vous regardez la définition classique, on va vous dire que c'est une description d'un procédé de calcul par un ensemble fini d'instructions. D'accord. On va souvent ajouter que l'algorithme, il a un but. C'est pas simplement un calcul qui calculerait n'importe quoi, c'est vous faites un algorithme pour résoudre un certain problème. Par exemple, vous voulez trier une liste de personnes par ordre alphabétique, vous allez utiliser un algorithme de tri. Ça veut dire que vous devez vous fixer un but. Alors, dans les ouvrages classiques d'algorithmique, donc l'algorithmique c'est la science des algorithmes, vous allez typiquement avoir la définition du problème que vous voulez résoudre, par exemple ici trier une liste. Ensuite vous allez avoir la description de l'algorithme, et puis ensuite vous aurez une preuve que l'algorithme fait effectivement ce que vous attendez de lui. Donc une preuve que l'algorithme de tri, par exemple, fait effectivement un tri. Ce qui nécessite, parce qu'on parle ici de preuves mathématiques, d'avoir une définition mathématique de ce que c'est qu'un tri. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tri? Je prends l'exemple du tri parce que c'est très classique. C'est juste que vous avez une sortie qui a les mêmes éléments que l'entrée, mais pas forcément dans le même ordre, et que l'ordre des éléments dans la sortie doit être trié. Ça veut dire que vous avez donc un critère de tri. Le critère de tri, ça veut dire que vous allez donner deux éléments et que vous avez un critère qui puisse dire celui-là doit être avant celui-là ou l'inverse. On appelle un ordre total. Et donc effectivement, là, vous pouvez définir ce que c'est qu'un algorithme de tri et montrer qu'un algorithme de la littérature, donc quand je dis la littérature, c'est l'ensemble des publications scientifiques, dans la littérature scientifique, vous allez avoir une description d'un algorithme de tri et ensuite une preuve que cet algorithme est effectivement un algorithme de tri. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait plusieurs algorithmes de tri? Parce qu'en fait, finalement, la sortie de votre tri, si vous fixez réellement un ordre total, la sortie, elle est complètement unique. Vous avez une liste de gens, vous donnez un ordre total alphabétique, votre liste, à la sortie, il n'y a pas de choix, il y a une seule liste possible. Je vais revenir là-dessus. Mais mettons, il y a une seule liste possible. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait plusieurs algorithmes? C'est parce que vos algorithmes, ils vont différer éventuellement par la quantité de ressources qu'ils nécessitent. Les ressources, ça peut être le temps, ça peut être l'espace mémoire, le temps de calcul bien sûr. L'espace mémoire, ça peut être le nombre de machines, de processeurs nécessaires. Vous allez avoir des algorithmes qui consomment plus ou moins de ressources et qui ont certaines particularités techniques qu'on peut préférer l'un à l'autre. Alors par exemple, sur la quantité de ressources, vous aurez des algorithmes, quand vous leur demandez de calculer quelque chose pour une entrée qui est de taille 10, donc ça c'est une barrette de taille 10, mettons leur temps de calcul va être de 20, si vous leur mettez une entrée de taille 20, leur temps de calcul va être à peu près de 40, donc ça c'est un temps de calcul qui est proportionnel à la taille de l'entrée. Pas mal. Il y en a d'autres, ça ne va pas être proportionnel à la taille de l'entrée, ça va être proportionnel à la surface d'un carré dont le côté et la taille de l'entrée. Donc quand je dis la taille de l'entrée, c'est le nombre d'éléments de votre liste. Alors là, par contre, ça veut dire que quand vous allez multiplier la taille de votre liste par 10, vous allez multiplier le temps de calcul par 100. Ça commence à faire beaucoup. Puis vous avez les algorithmes cubiques où le temps de calcul va être proportionnel au volume d'un cube dont le côté, c'est la taille des choses que vous avez, le nombre de choses que vous avez à traiter. Donc là, vous multipliez la taille
de votre entrée par 10, la longueur de votre liste à trier par exemple par 10, et vous multipliez le temps de calcul par 1000. Là, vous allez sentir vite que ça coûte cher. Donc en fait, le travail des algorithmiciens, c'est classiquement d'aller trouver des algorithmes de moins en moins chers, de plus en plus rapides, pour résoudre le même problème. Donc ça, c'est la chose la plus classique. Par exemple, pour le tri, si on demande à quelqu'un qui n'est pas du domaine de suggérer une méthode de tri, qui soit exécutable effectivement par un ordinateur, donc quelque chose qui soit algorithmique, quelque chose où on ne fait pas appel à à l'intuition humaine à un quelconque endroit, et qui ne fasse pas de suppositions sur comment sont réparties les entrées, parce qu'évidemment, si par exemple vous supposez que la liste est déjà triée, ça c'est facile de faire un algorithme, réimprimer la même liste en sortie, donc vous ne supposez rien. Mais en général, les gens, ils vont vous fournir un algorithme quadratique. Donc, le temps de calcul va être multiplié par 100 à chaque fois que vous multipliez la longueur de la liste d'entrée par 10. On fait mieux, on fait bien mieux. Mais pour ça, il faut éventuellement un peu réfléchir pour arriver à faire mieux. Donc en fait, ça c'est le travail classique des algorithmiciens, c'est d'arriver à trouver des choses plus efficaces. Donc finalement, avec la même machine, vous allez calculer plus rapidement, ou on peut le dire de façon équivalente, vous pourrez traiter plus de données avec la même machine. Donc finalement, vous allez me dire, mais quel est le problème alors de l'algorithme, de l'usage des algorithmes? Je fais un tri, j'ai fixé un critère de tri. Le fonctionnement interne de l'algorithme de tri ne m'importe pas. Et effectivement, quand vous avez fixé un critère de tri total, donc un critère qui départage toujours deux éléments dans quel sens les mettre, vous en fichez du choix de l'algorithme de tri. Enfin, vous en fichez si tout ce qui vous importe, c'est le résultat final. Évidemment, vous ne vous en fichez pas en termes de temps de calcul, en termes de mémoire, mais ça, c'est plus des problèmes techniques. Alors tout de même, il y a un petit point intéressant là. C'est que j'ai dit, j'ai un ordre total. Je suis capable de départager finalement à chaque fois les ex-aequo. Parce que là, j'ai dit, je sais qui je dois mettre d'abord. Ça ou ça. Je n'ai pas dit, je peux en mettre deux ex-aequo. Alors là, effectivement, si vous avez des ex-aequo dans votre critère de tri, eh bien, la sortie peut dépendre du choix de l'algorithme, puisqu'il y aura des algorithmes qui vont mettre l'un avant l'autre, ou l'autre avant l'un. Donc là, ça montre que quand vous avez un problème qui est spécifié, je veux dire, vous dites ce que vous voulez, mais qui est incomplètement spécifié, donc là, vous n'avez pas dit comment résoudre les ex-aequo, eh bien, vous allez avoir des choses qui dépendent du choix de votre algorithme. Ça veut dire que lorsque vous allez passer commande finalement d'un algorithme de tri, d'une application d'un tri, il va falloir être très précis sur l'ordre des éléments que vous voulez. Il va falloir bien vous assurer que vous avez un moyen de départager les ex-aequo. Les ex-aequo, par exemple, c'est si le nom de famille est égal, comment je trie? Je trie d'après le prénom, d'accord? Et si le nom de famille et le prénom sont égaux, ça peut arriver, il y a des noms de famille et des prénoms très courants, vous pouvez avoir deux personnes qui portent le même nom, le même prénom, la même organisation. Bon, comment vous allez trier? Par la date de naissance? Vous avez la date de naissance? Enfin, il faut un peu réfléchir là-dessus. Puis même, il faut un peu aussi se poser des questions sur des choses qui peuvent nous être familières. Par exemple, l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, vous allez me dire, mais c'est élémentaire. On met le A avant le B avant le C, et ainsi de suite. On trie d'abord d'après la première lettre, puis ensuite la deuxième lettre, et ainsi de suite. Donc, quand on a des ex-aequo par rapport à la première lettre, on a deux mots qui commencent par un A, on trie par rapport à la deuxième lettre. Donc, si vous voulez faire savant, ça s'appelle un ordre lexicographique. C'est l'ordre du dictionnaire. Mais, en fait, c'est pas si facile que ça. Par exemple, est-ce que vous triez les majuscules et les minuscules de la même façon? Est-ce que vous considérez qu'un A majuscule est à trier au même endroit qu'un A minuscule? Est-ce que ce sont des ex-aequo ou est-ce qu'il faut les départager? Comment vous triez les caractères accentués? Alors vous allez me dire, le « et » accent, ça se trie comme le « e ». Pas tout à fait. Si vous regardez les critères de tri alphabétique, on va dire standard pour la langue française, c'est un peu plus compliqué que ça. Puis vous avez des langues où le caractère avec un signe diacritique c'est par exemple les accents ou les cédilles, ne va pas être trié pareil. Par exemple en espagnol, le N tilde,
c'est une lettre à part qui est classée entre le NLP. Donc faut un peu faire attention. En plus, ce sont des choses qui ont pu dépendre du moment historique. Par exemple, en espagnol, la lettre CH, en fait, en espagnol, il y a une lettre CH et une lettre LL, qui se prononcent che et ye. Et ces lettres étaient considérées, bien que constituées de 2 caractères d'imprimerie, étaient considérées comme une unique lettre, y compris pour des questions de tri alphabétique. Donc, il y a eu une réforme en 1994 à ce sujet. Donc, moi, quand j'étais à l'école, les hispanophones apprenaient que c'était des lettres à part et qu'il fallait trier alphabétiquement à part. Ça a changé, peut-être parce que c'était un peu pénible à faire informatiquement. Mais en tout cas, vous aviez le C, le CH, puis le D. Mais ça veut dire que votre tri alphabétique, vous pensiez que c'était très facile, c'était très spécifié. Et en fait, il dépend de la langue. Et il dépend même de l'année où vous avez publié votre liste. Donc, pas si facile que ça. Et vous voyez le genre de problème qui peut arriver, parce que c'est une dépendance culturelle. Un francophone, à qui on demanderait de faire un logiciel avec une fonction de tri, il ne va pas voir qu'il faudrait prévoir une fonction de tri spéciale pour la langue espagnole. Il ne sait même pas qu'il y a ce problème-là avec le CH. Il ne sait pas que le N tilde ne se trie pas comme un N. Donc il va faire quelque chose qui est inadapté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si vous laissez un développeur informatique remplir finalement les blancs de la spécification de ce que vous lui demandez, ben, va remplir avec ce qu'il connaît. Donc si par exemple c'est un anglophone, il va remplir avec ce qui convient à sa langue, l'anglais, et il va ignorer les problèmes des autres langues, classiquement. C'est important. Passons à un autre exemple. Le GPS. Alors le GPS, ben, vous avez une carte, vous avez votre point de destination, vous demandez de calculer le plus court trajet. Donc je ne parle pas des méthodes qui permettent de trouver votre position sur la carte GPS avec les satellites. Je parle ici simplement du problème de calcul du trajet. Alors, de temps en temps, on est surpris par la suggestion de l'application GPS. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'envoie par là ? Parfois même, ce sont des trajets impossibles. Et votre application vous envoie, par exemple, par une rue piétonne, alors que vous êtes en automobile, ou, moi j'habite à Grenoble, classiquement on avait le problème des gens qui en hiver étaient envoyés sur des routes transformées en pistes de ski, par exemple. Alors, pourquoi ça arrive, ça ? Est-ce que c'est un problème d'algorithme ? Alors voyons d'un peu plus près. Pour calculer un trajet, ces systèmes utilisent classiquement des algorithmes, ce qu'on appelle des calculs de plus court chemin dans un graphe. Ça paraît mathématique. En fait, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez des points, vous avez des petites indications de distance entre les points. Par exemple, vous avez un segment de route, vous savez que ce segment de route, il va coûter 3 km. Et puis, on vous fixe 2 points là-dedans, et vous devez calculer un chemin qui minimise finalement la somme des petites distances que vous avez indiquées. En fait, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment des distances. Vous pouvez aussi faire ça avec des petites indications, ça va être des temps de trajet. Ou ça va être, mettons, un mélange de temps de trajet et par exemple, de consommation de carburant. C'est quelque chose qui met une sorte de coût à chacun de vos petits segments. Qui peut être la distance, qui peut être la consommation de carburant, qui peut être le temps de trajet, et il va vous minimiser entre 2 points, calculer un trajet minimal entre ces 2 points. Donc pour faire ça, pour résoudre ce problème une fois posé mathématiquement, il existe des algorithmes, connus depuis très longtemps. Donc il y a l'algorithme de Dijkstra de 1959, et il y en a une amélioration qui s'appelle le A-étoile, qui date de 1968. Et j'ai été regarder dans les codes sources de 2 applications GPS populaires pour téléphone portable, Maps.me et Osman. Donc j'ai été regarder dans celle-là parce que leur code source est disponible. Le code source, c'est le code interne du logiciel tel qu'il est manipulé par les programmeurs et qui permet justement un peu de comprendre son fonctionnement interne, voire de le modifier. Et effectivement, on voit qu'ils font des variantes de A-étoile. Et il y a aussi quelque chose d'important, il y a
comment il y a cette espèce de fonction de coût. Parce que les distances, encore, vous allez me dire, vous disposez d'une carte, la distance, c'est un calcul, on va dire, c'est de la géométrie, calculer une distance d'un segment de route sur une carte, c'est de la géométrie, on peut le calculer. Le temps de trajet, c'est un peu plus délicat. Parce que vous allez dire, il n'y a qu'à prendre la distance et diviser par la vitesse. Mais comment vous savez la vitesse? Bah oui, vous ne savez pas d'avance à quelle vitesse le véhicule va se déplacer sur ce tronçon de route. Donc ça veut dire que vous allez avoir, avant de résoudre votre problème algorithmique c'est une minimisation, c'est un trajet, ce qu'on appellerait mathématiquement un plus court trajet dans un graphe valué. Alors, orienté aussi. Orienté, ça veut dire qu'il y a des routes qui passent que dans un sens. Donc vous n'avez pas forcément le même temps de trajet dans les deux sens. Mais en fait, il y a le problème de comment est-ce que vous estimez le temps de trajet. Et ça, c'est pas clair. Donc, dans ces logiciels, vous allez avoir, à certains endroits, des tableaux de paramètres où, en quelque sorte, on va dire comment estimer le temps de trajet d'après la catégorie de la route, d'après le type de véhicule que vous empruntez. Évidemment, parce qu'on ne calcule pas la vitesse de la même façon sur un vélo et sur une voiture. Et donc, finalement, là, il y a un choix qui ne convient pas forcément à chaque utilisateur. Par exemple, le temps de trajet pour vélo, il peut être calculé pour quelqu'un qui, on va dire, qui aime bien rouler vite, qui va à plus de 25 km à l'heure. Pas forcément convient à quelqu'un qui roule un peu plus pépère à 15 km à l'heure. Il y a aussi que si vous voulez, je dis, on peut mettre finalement, c'est une fonction de coût. Votre fonction de coût, elle pourrait refléter pas simplement le temps de trajet, mais également la consommation de carburant. Donc, par exemple, parfois un GPS, il va vous suggérer de faire un long trajet par autoroute, qui prend pas mal de distance et qui consomme pas mal de carburant, plutôt que de vous faire passer par un trajet qui est plus court en termes de distance, mais qui prend un peu plus de temps par route. Alors, peut-être que là, vous voudriez mettre une pénalisation par rapport à l'essence. Mais c'est pas si facile que ça. Parce que si votre trajet qui paraît plus court, il passe par des routes de montagne, là vous allez peut-être beaucoup consommer. Donc c'est quelque chose qui est pas facile, cette histoire de fonction. Je ne sais pas d'ailleurs comment les gens qui font des logiciels commerciaux et à code source non disponible font pour ces fonctions d'estimation de consommation. En tout cas, là, il y a un problème. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose que le problème algorithmique de calcul de plus court trajet dans le graphe. Vous avez aussi le problème qu'il faut disposer d'une carte qui soit fidèle à la réalité. Les problèmes de vous envoyer dans une rue piétonne, c'est un problème que sur la carte, il y a un segment de rue qui n'est pas codé comme étant une rue piétonne. Donc évidemment, le logiciel la prend en compte comme une rue dans laquelle il a le droit de passer. Ça pose. Vous voyez que là, c'est pas vraiment un problème d'algorithme, c'est un problème que vous travaillez à partir de données qui sont fausses. Et deuxièmement, que vous avez un espèce de but pour lequel vous optimisez. Donc, le but, ça peut être le temps de trajet, ça peut être la distance. Ça peut être quelque chose qui mélange une notion de pénibilité et de distance. Par exemple, si vous êtes en vélo, on pourra mettre une espèce de pénibilité quand vous empruntez des routes qui sont ouvertes aux automobiles et qui sont à fort trafic, parce que c'est quelque chose de désagréable quand on est en vélo, ce genre de route. Et là, il y a une espèce de choix, parce que le choix qui est fait pour une personne ne convient pas forcément à une autre personne. Et d'ailleurs, je constate que malheureusement, les logiciels en question ne proposent pas de réglage à ce niveau-là. Et ils ont un profil vélo, ils ont un profil auto, ils n'ont pas forcément un réglage de ce que vous estimez agréable ou non quand vous êtes à vélo. Ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas sur un problème vraiment algorithmique. On est sur un problème qu'à un moment, il a fallu fixer des paramètres de façon peut-être un peu arbitraire et que ce sont les développeurs de l'application qui les ont fixés, peut-être en reflétant leur goût personnel. Mais ça, c'est un problème qui d'ailleurs prédate d'avant l'informatique. Si vous promenez en montagne, vous allez trouver des temps de trajet et les temps de trajet, ils sont fixés par rapport à un certain profil. Si vous prenez par exemple la descente du col du Tailbit à La Réunion en direction de Marla, eh bien, très clairement, pour le descendre d'une demi-heure, il faut pratiquement courir dans la descente. Ce n'est pas forcément le cas
de tout le monde, mais c'est ce qui est indiqué sur les panneaux, parce que peut-être que les pisteurs de l'ONF qui font ce trajet le font en une demi-heure. Vous voyez, c'est pas un problème algorithmique, c'est un problème de modélisation de la réalité. Et là, il y a une question politique. Quand vous avez une fonction de coût qui doit refléter plusieurs quantités, le temps de trajet, la consommation de carburant, comment vous les combinez en un seul nombre, finalement? Est-ce que vous considérez qu'économiser 10 minutes de trajet, ça vaut réellement de consommer 1 litre de carburant supplémentaire? Ou 2 litres? Enfin, vous voyez, il y a une question ici. Par exemple, la consommation par passager du Concorde était, si je me souviens bien, à peu près 2 fois celle d'un Boeing 747. Est-ce que cela valait vraiment le coup? Ça, c'est une question. Alors, je vais passer à un autre exemple pour illustrer un peu les problèmes de modélisation et les problèmes sociaux que cela pose. Je vais prendre le problème de l'emploi du temps. Pour faire un emploi du temps, par exemple, dans une université, eh bien, on pourrait penser qu'il suffirait de recueillir toutes les contraintes, c'est-à-dire les demandes des différents enseignants. Ils ont tant d'heures à placer dans des séances qui ont une certaine durée. Ils veulent éventuellement avoir leur séance de travaux dirigée la même journée que leur séance de cours. Au contraire, ils veulent que ce soit sur des journées différentes. Ils ne doivent évidemment pas avoir 2 enseignements en même temps, bien que dans certains établissements, suite à des bugs d'emploi du temps, on ait demandé à des collègues d'assurer ça. Il y a tout un tas de contraintes. Puis ils peuvent avoir des contraintes plus personnelles. Par exemple, ils peuvent vouloir éviter de commencer à 8 heures du matin, parce que, par exemple, dans la ville où j'habite, à Grenoble, les garderies scolaires commencent à 7h50. Donc, ce n'est pas possible de faire cours à 8 heures après avoir déposé son enfant à 7h50. Donc ça, c'est tout un tas de contraintes. Et puis, on pourrait penser, pour les résoudre, il faut les mettre dans une machine, et puis on va lancer un algorithme, et il va résoudre les contraintes. Alors ça, je n'ai pas essayé personnellement, j'ai des collègues qui ont essayé, et le problème, c'est que la machine, elle répond, votre problème est insoluble, il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les gens ont posé tellement de contraintes qu'effectivement, il n'est pas possible de construire un emploi du temps qui satisfait toutes ces contraintes. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un problème d'algorithme? C'est pas. Alors, à moins que ce soit un algorithme qui, effectivement, dans certains cas, ne se rend pas compte qu'il y a une solution alors qu'il y en a une, c'est plutôt un problème de, finalement, de la question posée. C'est qu'on lui a mis une question impossible et il répond, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut relâcher les contraintes. Il faut dire à quelqu'un, bon d'accord, ça t'embête de commencer à 8 heures, mais tu pourrais peut-être commencer à 8 heures de temps en temps. Tu peux peut-être t'arranger avec ta conjointe pour que ce jour-là, elle emmène tes enfants. Ce genre de choses. Mais c'est les petits arrangements qu'il faut faire. Et ça, c'est pas l'algorithme qui va le faire. C'est pas l'algorithme qui va demander ce genre de service. Et aussi, de façon plus subtile, à un moment, ce que vous pouvez vouloir faire aussi, c'est prioritariser. C'est-à-dire dire, cette contrainte-là est vraiment une contrainte importante, par contre, celle-là, les moins. Et y compris quand ce sont des demandes pour faciliter l'organisation des collègues. Par exemple, à un moment, il va falloir dire, en quelque sorte, eh bien, les exigences d'horaire de M. Dupont, certes, mais tout de même, Dupont, il est très exigeant. On peut peut-être laisser tomber. C'est une faible priorité. Il a déjà été très exigeant les années précédentes. Il peut bien s'adapter un peu. Il s'arrangera. Donc là, on va lui mettre une faible priorité par rapport à ses demandes. Alors là, on peut y arriver avec ce genre de choses. Discerner ce qui est réellement une fois qu'on a discerné ce qui est réellement une contrainte importante et assoupli certaines contraintes, on a peut-être une solution. Voir ce qu'on peut faire, c'est attribuer finalement des coûts à certaines violations de contraintes. Vous allez dire, c'est un peu pas bien de pas respecter cette contrainte d'horaire de M. Dupont, mais c'est vraiment pas bien de ne pas respecter cette exigence d'horaire de Mme Durand.
Et là, vous voyez qu'il y a un petit problème. Parce que vous allez devoir mettre noir sur blanc dans les données d'entrée de l'algorithme. Ce n'est pas des choses dans l'algorithme, ça. C'est des choses dans la question qu'on va lui poser. Vous allez devoir mettre finalement que vous avez préféré les exigences de Madame Durand aux exigences de Monsieur Dupont. Vous allez peut-être parce que Monsieur Dupont, tous les ans, il met des tas de contraintes sur ses horaires de cours et que ça commence à bien faire. Peut-être parce que vous dites, non, les enfants de Dupont, ils sont grands, ils peuvent aller à l'école tout seuls. Et ça, si vous le mettez dans l'entrée de l'algorithme et que cette entrée est publique, tout le monde va le savoir. Puis Dupont, il ne va pas être content. Donc finalement, là, vous voyez qu'il y a... On dit souvent les algorithmes, c'est quelque chose d'obscur, c'est quelque chose d'opaque. Mais là, au contraire, le problème, ça va être que vous devrez gérer la transparence. Vous avez posé un problème. Si ces données d'entrée sont publiques, eh bien, ce n'est pas un problème d'algorithme. C'est un problème que vous lui avez posé une question qu'il va falloir finalement justifier les options qui ont été faites dans votre question et les justifier publiquement. Vous allez avoir des jaloux. Vous allez devoir gérer des jalousies. Et finalement, bon, je sors peut-être de mon rôle d'informaticien là-dedans, mais une bonne partie du fonctionnement de la société repose sur certaines hypocrisies sociales, hypocrisie est peut-être un bien grand mot, certaines discrétions, certaines réserves, qui font qu'on ne va pas tout déballer. Et là, finalement, peut-être que l'algorithme vous force à tout déballer et que c'est ça le problème. Justement, c'est trop transparent. Je vais donner maintenant encore un autre exemple tiré de l'enseignement supérieur, de l'utilisation d'algorithmes. Alors, quand vous notez dans un diplôme, vous devez éventuellement gérer l'hétérogénéité des approches de notation des différents enseignants. Il y a des gens qui notent plus haut que d'autres, en dispersant plus les notes que d'autres. Si vous n'y prêtez pas attention, ça peut provoquer des distorsions dans le fonctionnement de votre formation. Par exemple, si vous avez des modules avec des choix, eh bien, les étudiants peuvent être amenés à choisir en fonction finalement de qui note plus ou moins haut. Si vous avez des choses comme des bourses ou des financements de thèse qui sont attribués d'après des notes, eh bien, il peut y avoir certaines incitations pour certains enseignants à surnoter les étudiants qui vont s'engager dans leur thématique et qui risqueraient de demander une bourse de thèse chez eux. Donc finalement, vous allez avoir un problème d'ajustement. Et éventuellement, vous allez vouloir intervenir de façon, peut-être en jury, altérer les notes. Mais ça, c'est difficile. Parce que ça revient tout de même à dire publiquement, rappelez-vous l'hypocrisie sociale, que telle personne surnote. Avec éventuellement le sous-entendu, il surnote parce qu'il aimerait bien booster les notes des étudiants qui vont dans son domaine. Alors, quelque chose qui a été fait dans un célèbre master parisien d'informatique, c'était d'appliquer un algorithme qui régularisait les notes. C'est-à-dire qu'on allait regarder, quand on notait un module, les notes des étudiants que les étudiants qui suivent ce module ont dans les autres modules. Donc si par exemple vous avez... Parce qu'il y a une approche bébête qui consisterait à dire tous les modules sont à moyenne de, par exemple, 12, et avec un certain écartier de notation. Une approche qui est utilisée dans certaines grandes écoles. Ça a l'avantage d'être simple, mais ça ne règle pas la question que peut-être que vous avez des modules qui sont choisis par des gens qui, globalement, sont plus forts que d'autres. Donc ça veut dire que vous allez les pénaliser en ramenant leur moyenne à 12. Donc pour gérer les hétérogénéités entre différents modules, vous pouvez vouloir regarder, estimer le niveau d'un module en regardant les notes dans les autres modules que les étudiants qui suivent ce module ont dans les autres modules. Et là, après, vous aboutissez à une espèce d'algorithme qui réajuste les notes par rapport aux difficultés réelles des différents cours. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais finalement, là, ça permet de régler une question, le sous-notage, la surnotage, d'une façon qui peut apparaître plus objective et plus socialement acceptable qu'aller sortir à un collègue, tu surnotes. Vous voyez ? Il y a des pour et des contre. Une autre question que je voudrais aborder, c'est la question du problème que l'on veut résoudre.
Parce que là, je suis parti de l'hypothèse finalement que les gens connaissaient le problème qu'ils voulaient résoudre par l'algorithme. En fait, en général, c'est faux. Alors ça paraît énorme de dire que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais en fait, c'est vrai. Souvent, enfin, quand je dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils savent globalement le genre de choses qu'ils aimeraient, mais lorsqu'on demande de le décrire précisément, ils oublient certains points. Ou alors, ils vont pas faire attention et mettre des exigences qui sont tout simplement irréalisables. Donc, si vous voulez, ce que j'entends par exigence irréalisable, c'est que vous allez mettre un certain nombre de contraintes. C'est comme dans mon problème d'emploi du temps, vous allez mettre un certain nombre de contraintes et quand vous les prenez toutes ensemble, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas de façon de le faire. Donc, ça arrive, alors là je donnais les problèmes d'emploi du temps, mais ça arrive aussi dans l'industrie quand ils spécifient ce que doit faire un système informatique. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que les gens vont oublier finalement, donc on est bien d'accord, c'est pas un problème de bug dans le logiciel qui est produit, c'est pas un problème de faiblesse de la programmation, c'est un problème qu'avant même d'avoir programmé, on a mal spécifié ce que l'on attendait. On n'a pas dit exactement ce que l'on voulait. Et ça arrive assez facilement, y compris à des gens expérimentés. C'est un vrai problème, ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences, c'est-à-dire vraiment spécifier ce qu'on veut, c'est un vrai problème. Donc il y a parfois des spécifications incomplètes, mais des spécifications incohérentes. Incohérentes, c'est qu'il n'y a pas de façon de les satisfaire. Incomplète, c'est qu'il y a des fois il y a des trous. Vous avez pas, par exemple, vous n'avez pas dit comment départager les ex-aequo. Je peux même vous dire que c'est tellement compliqué qu'il y a même des logiciels d'aide à l'ingénierie des exigences. Donc, mon labo avait fait une start-up sur cette thématique justement il y a quelques années. Donc, en fait, c'est tout ça, pour résumer tout ce que je dis jusqu'à présent, savoir décrire ce que vous voulez, ce que vous attendez d'un algorithme, c'est difficile. C'est difficile intellectuellement de tout rassembler, la spécification de ce que vous voulez, de tout bien définir. Même un bête trait alphabétique, j'ai donné cet exemple-là, vous devez gérer le cas des langues étrangères que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc c'est difficile intellectuellement, on oublie toujours des bouts. C'est difficile, ça peut être difficile socialement, donc j'ai donné l'exemple de l'emploi du temps, parce que ça va vous obliger d'expliciter des choses qu'en général on laisse non dites. Et aussi, c'est difficile quand vous avez des problèmes qui sont plus mous, faute d'un terme plus adapté. Parce que expliquer que vous allez, par exemple, prenons un exemple tiré de Parcoursup, on vous parle beaucoup d'algorithmes locaux. Un algorithme local, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai l'impression que ça doit être qu'on prend des étudiants, finalement leur feuille de notes issue du lycée, et qu'on va calculer, mettons, une moyenne pondérée de leurs notes dans les matières qui sont jugées pertinentes par rapport à la formation qu'on envisage de prendre. Et après, on les trie. Alors la plupart des gens, si vous leur demandez si calculer une moyenne pondérée et après trier, c'est ce qu'ils entendent par un algorithme, au niveau du grand public, je ne suis pas sûr que les gens penseraient que c'est un algorithme parce que ça leur paraît tellement familier. On fait des calculs de moyenne depuis très longtemps, y compris qu'on n'avait pas d'ordinateur dans les écoles, on calculait des moyennes et même on publiait des tableaux d'honneur et des classements. Donc ça ne paraît pas comme une spécialement nouvelle technologie. Pourtant, un algorithme de tri, c'est algorithmique. Mais finalement, ce n'est pas l'algorithme de tri qui vous importe. C'est les coefficients pour calculer la moyenne. Et éventuellement, peut-être certains ajustements, peut-être que certaines formations considèrent que tel ou tel lycée surnote ou sous-note et va appliquer des modifications. Là encore, le problème d'acceptabilité sociale et un peu d'hypocrisie. Et ça, vous voyez, là, on est sur un problème dur. Et pourquoi est-ce qu'on fait quand je dis dur, c'est quelque chose qui est relativement bien défini. C'est-à-dire vous avez mis des coefficients, puis après vous les triez. C'est bien défini. Mais en fait, le problème que vous voulez réellement résoudre, c'est pas ça. C'est l'adéquation des étudiants à votre formation. Quel est le vrai problème que vous voulez
que vous voulez résoudre. C'est-à-dire vous voulez prendre des étudiants qui sont capables de suivre vos cours. Et c'est pas vraiment la même question que de classer des gens par rapport à des résultats scolaires. On sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent réussir scolairement jusqu'à un certain point, puis après ça fonctionne pas bien. Les habitudes qu'ils ont prises en fait ne sont pas adaptées à un certain niveau d'études par exemple. Puis il y a des gens qui finalement se révèlent sur le tard, peut-être avec un format d'enseignement, des thématiques qui leur paraissent plus motivantes que ce qu'ils ont vu auparavant. Finalement, ce qu'on regarde, c'est un proxy. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment projeter dans l'avenir ce que vont faire les étudiants. Vous supposez que c'est corrélé avec le résultat dans certaines matières auparavant. Par exemple, je ne sais pas, dans une formation en informatique, on va regarder les notes de maths, d'anglais, de français, par exemple. Et puis, on va essayer de se projeter d'après ça. Donc, vous avez transformé un problème mal défini et un problème un peu spéculatif. Comment est-ce que les étudiants vont pouvoir suivre vos cours en un problème de calcul de moyenne. Et vous l'avez fait de façon un petit peu arbitraire, hein, parce que vous avez fixé des coefficients, des coefficients sur des moyennes, ou des ajustements un peu, on va dire, au pif. Alors, mais pourquoi ces coefficients-là? Pourquoi est-ce que vous estimez, par exemple, que ça a une importance, le français, plus ou moins grande? Est-ce que les maths, c'est réellement important? Est-ce que tout, éventuellement, si vous aviez des notes de plusieurs sous-domaines des maths, est-ce que tout est important? Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas plus important d'avoir de l'algèbre plutôt que de l'analyse? Et ça pose plein de petites questions. Mais là, vous avez trouvé un proxy. Alors maintenant, prenons un autre problème, qui paraît éventuellement trivial, c'est vous avez une base de données de photos qui contient des animaux domestiques, et vous voulez différencier les chats des chiens. Alors là, c'est même trouver un proxy pour arriver à différencier des chats et des chiens, c'est pas si facile que ça. Parce que c'est quoi une photo d'un point de vue informatique? C'est une grille de points. Vous avez pour chaque point une indication de sa couleur. Donc quand vous êtes sur des photos noires et blancs, c'est facile, l'indication de couleur, c'est la quantité de blanc, c'est-à-dire que vous avez un nombre qui mettons, partir entre 0 quand c'est noir et puis, mettons, 255 quand c'est blanc. Puis vous avez votre image qui est codée comme ça. Si vous êtes en couleur, c'est plus compliqué. Et c'est ça. À partir de nombres comme ça, il n'y a pas de formule mathématique simple, même avec des coefficients à fixer un peu humainement, pour vous dire si l'image est un chat ou un chien. Comment vous allez faire? Pourtant, on y arrive. Donc pour ce genre de problème-là, on recourt en général à ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, machine learning. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique? C'est justement cette idée que les paramètres, vous n'allez pas les fixer à la main, vous allez les faire apprendre au système. Par exemple, pour ce problème de chat et de chien, vous allez faire de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous allez prendre une base de données de photos avec des chats et des chiens, étiquetée par des experts en chats et chiens. Bon, a priori, normalement, chacun d'entre nous sait distinguer un chat d'un chien, donc là, il y a beaucoup de gens qui peuvent être experts, mais pour d'autres domaines, il faudra réellement faire appel à des experts. Et puis, vous allez faire manger ça au système, en lui disant, cette photo, c'est un chat, cette photo, c'est un chien, cette photo, c'est un chat, cette photo, c'est un chien. Et puis, vous allez lui faire finalement apprendre un critère de différenciation des chats et des chiens, parce que quand il va apprendre, il va fixer en interne des paramètres qui lui permettront de différencier des chats et des chiens. Alors, l'apprentissage automatique, je ne suis pas un expert dessus, je connais les grandes lignes des problèmes posés. Donc, vous allez avoir des problèmes de choix de la base de données sur lesquels vous faites votre apprentissage. Là, j'ai pris l'apprentissage supervisé. J'aurais pu faire une base de données un peu biaisée où la plupart des chiens que je donne vont être des chiens à oreilles tombantes. Et donc, peut-être que mon système va apprendre en fait que le critère pour différencier un chat d'un chien, c'est d'avoir les oreilles triangulaires. Sauf pour les chats.
sauf qu'il y a des races de chiens à oreilles triangulaires. Donc là, vous allez avoir un problème quand vous allez tenter de l'appliquer sur un chien à oreilles triangulaires. Ça veut dire que c'est un chat. Donc, vous avez le choix de la base de données d'entraînement qui peut-être ne reflète pas les situations réelles. Vous avez des problèmes de surentraînement. Alors, surentraînement, c'est un peu comme les élèves ou les étudiants qui apprennent très bien par cœur le contenu du cours, mais qui sont incapables de l'appliquer sur un problème qui est même légèrement différent du problème qui a été étudié en cours. Et vous avez le même problème en apprentissage automatique, c'est-à-dire que votre système a très bien appris les exemples que vous lui avez fournis avec les réponses attendues par les experts. Donc il a très bien appris son cours, il a vu tous les exercices types. Quand vous lui posez un exercice type, il répond. Puis quand vous lui posez une variante de l'exercice type, ou encore plus quelque chose qui n'a rien à voir, il répond mal. Ça, c'est un problème. Vous avez le choix des critères qui ont été soumis au système. Parce que votre apprentissage, suivant comment vous le faites, vous allez peut-être le faire sur un modèle qui écarte certaines caractéristiques du problème réel, qui se focalise sur certaines caractéristiques. Quand vous allez lui mettre par exemple une base de données d'individus en entrée, dans votre base de données, il va y avoir des différentes indications. Par exemple, je ne sais pas moi, la date de naissance. Et suivant que ou non vous lui fournissiez telle ou telle indication, il ne va pas forcément apprendre les mêmes choses, pas prendre les mêmes critères. C'est peut-être moins vrai que l'apprentissage profond. Mais bon, je ne suis pas spécialiste d'apprentissage. Ce que je voudrais faire remarquer là-dedans, c'est que l'apprentissage automatique, de mon point de vue en tout cas, ça revient à renoncer à spécifier ce que l'on veut. C'est-à-dire, on dit, c'est trop compliqué, je n'arrive pas à décrire mathématiquement ce que je veux, donc plutôt que de le décrire explicitement en mettant une formule, fût-ce une formule des coefficients, des paramètres à fixer, formule simple, je vais donner des exemples et essayer de faire apprendre d'après des exemples. Après, il y a d'autres formes d'apprentissage que l'apprentissage supervisé que j'ai décrit, mais de façon générale, dans tous les cas, vous allez laisser un système apprendre ces critères. Et finalement, vous influencez encore le résultat, mais vous l'influencez en quelque sorte au second ordre. Vous l'influencez par le choix des données sur lesquelles vous entraînez le système, vous l'influencez par le choix des colonnes de données qui ont été fournies. Il y a plein de problèmes de préparation des données dans l'apprentissage automatique. Finalement, vous avez tout de même renoncé à expliciter le critère que vous appliquez. Donc, finalement, vous renoncez, d'un certain point de vue, au choix politique. Rappelez-vous le critère des paramètres pour mon GPS, c'était finalement la priorité donnée à la vitesse ou à l'économie de carburant. Donc, là, carrément, vous renoncez finalement à certains choix. Et de mon point de vue, il y a un danger à ce niveau-là. Ce que je n'aime pas souvent, c'est quand on me dit, quand par exemple j'ai des problèmes administratifs, on me dit mais c'est la machine, c'est le logiciel qui m'exige ça. C'est le logiciel qui répond ça. Le logiciel, il a été programmé par quelqu'un suivant certains critères. Il s'adresse à un personnel administratif qui a des superviseurs, qui a des chefs, et normalement, ce sont les chefs qui sont chefs, c'est pas le logiciel. Si on fait des choses juste parce que le logiciel l'exige, c'est bizarre. Et c'est normal, ça va même à l'encontre d'un principe de fonctionnement des États de droit, qui est qu'on doit pouvoir expliquer, justifier ce qu'on applique aux citoyens, aux employés. On ne peut pas exiger des choses parce que le logiciel l'exige, ça n'a pas de sens. Le logiciel exige cette donnée parce qu'il a ce traitement-là à faire, avec cette donnée qu'il a réellement besoin de ça. Si ça se trouve, il n'en a pas besoin, le logiciel, c'est juste que ça a été mal programmé, et qu'à un moment, on lui a imposé de mettre une donnée dans ce champ-là, et que peut-être que personne n'a été fait la modification, que finalement, ce n'était pas vraiment nécessaire. Et plus généralement, je pense qu'on a un problème
on essaye de faire remplir à la technologie un espace finalement laissé vide par le politique. Quand je dis un espace laissé vide par le politique, c'est parce que, quand j'ai dit, certaines décisions demandent finalement à expliciter des préférences. On n'a pas forcément envie de les expliciter. Parce que c'est difficile, parce qu'il va falloir un jour dire finalement, alors ça paraît trivial les contraintes d'emploi du temps, dire que les contraintes d'emploi du temps de monsieur machin ou de madame bidule sont pas forcément si importantes que ça, elle pourra bien se débrouiller. Mais finalement, la politique à plus grande échelle, c'est pareil. C'est qu'à un moment, vous avez des impératifs contradictoires, vous ne pouvez pas mettre tout le monde d'accord, il y a forcément quelqu'un qui va être lésé, il va falloir prioritariser qui va être lésé, dans quelle mesure par rapport à d'autres. Et j'ai l'impression qu'il y a un danger à l'utilisation de technologies. Justement, ce n'est pas des technologies algorithmiques au sens classique, parce que les technologies algorithmiques au sens classique, en général, vous devez très bien définir ce que vous voulez obtenir. Au contraire, on va vouloir utiliser des technologies où c'est plus flou. On va essayer de faire apprendre au système ses propres critères pour différencier, pour finalement établir des choix. Et je pense que là, on a un réel danger. Et notamment parce qu'on va vouloir établir des critères. Avec ce genre de système, on peut vouloir établir même implicitement des critères qu'on n'aurait pas voulu établir explicitement. Donc là encore, je ne suis pas un expert, ça a été très discuté notamment dans un ouvrage appelé Weapons of Math Destruction. Le problème, c'est que si vous faites apprendre à un système automatique des critères de choix sociaux, il va peut-être, de façon cachée, apprendre des critères qui ne seraient pas recevables s'ils émanaient d'humains. Par exemple, il va en termes plus concrets, il va pouvoir établir des discriminations. Et là encore, je pense que ce n'est pas vraiment un problème d'algorithme. Les gens maintenant réagissent de façon très violente quand on leur parle d'algorithme. Ce n'est pas un problème d'algorithme. C'est qu'il y a des algorithmes qui prennent en entrée une description d'un problème précise, description sur laquelle on peut avoir un débat politique, sur les critères qu'on va employer. On peut avoir un débat politique. On peut faire des simulations. On peut même analyser ces critères. Il y a eu par exemple récemment des publications sur des possibilités d'analyser le système fiscal français, c'est-à-dire prendre les méthodes de calcul de l'impôt et d'être capable automatiquement d'en déduire s'il y a des phénomènes indésirables. Donc justement, vraiment, là on a un problème qui est bien spécifié, on peut lui appliquer des techniques d'analyse mathématique, éventuellement automatiser cette analyse mathématique, pour vérifier s'il n'y aurait pas des comportements indésirables. Par exemple, une augmentation de revenus qui provoque une baisse de revenus qui provoque une augmentation d'impôts, des choses comme ça. Ou alors des effets de saut dans les revenus. Par exemple, est-ce qu'il est possible réellement de gagner un tout petit peu plus et d'avoir l'impôt qui augmente beaucoup d'un coup. Donc ça, c'est des choses. Si vous avez un problème qui est bien spécifié, vous arriverez à l'analyser mathématiquement. Donc c'est très bien là, d'avoir une spécification complète. En revanche, si vous êtes sur un problème où vous laissez tourner de l'apprentissage automatique, c'est bien beaucoup plus difficile d'analyser les critères qu'il a effectivement employés. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. C'est un champ de recherche que d'avoir un système issu de l'apprentissage automatique qui peut en quelque sorte expliquer ce qu'il a utilisé comme critère. J'ai tout de même l'impression que ça dépossède, finalement, ça nous dépossède du choix politique. Et je vais conclure ainsi.